Bah, cool. Coucou, coucou. Ah tiens, on a un nouveau. Ah bah, comme quoi Streamrunner, ça sert à quelque chose maintenant. Vous êtes 2 à pouvoir m'écouter déblatérer sur One Piece pendant je pense que je vais pas faire 2 heures aujourd'hui, je vais pas pouvoir tenir, donc je pense que je ferai cet arc sur probablement 2 streams parce que, juste j'ai voulu faire le résumé de l'arc et ça m'a pris 4 pages, et je me suis dit: «Pour un arc aussi court, c'est pas normal» et comme je vais probablement déblatérer pendant très longtemps,
Ça ouais, dans 2 heures, c'est pas une bonne idée. Je pense que ça va pas tenir et oui, en effet, évite de conduire en même temps que tu regardes des streams. En général en vrai, ça pourrait être un podcast, ce que je fais, mais c'est mieux d'éviter, c'est sûr. Hem, donc je vais commencer par un vrai résumé, pas le résumé que j'ai écrit et donc résumé, de l'arc du village de Siro. La brutalité de l'État, mais version, un majordome qui gaslight sa patronne qui a 16 ans et qui est complètement déprimée. Voilà, en petit résumé de 30 secondes. Donc, en vérité, on commence par par un mini arc, qui dure un chapitre, qui est l'arc avec Gaimon, qui est un personnage bizarrement adoré par la plupart des fans de One Piece, alors qu'il n'apparaît pratiquement que dans ce chapitre-là, et sinon dans des cover stories une fois de temps en temps. Et donc, faut ça, faut que je fasse. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, cet arc, il sert beaucoup, bah, comme la plupart des arcs de la partie East Blue, qui sert vraiment à poser les thèmes de l'histoire. Donc cet arc, il montre un peu la dureté de la vie sur la mer, pas forcément juste des pirates, même si c'est forcément ça y est forcément lié. Euh, donc, euh, donc voilà, donc on commence avec Luffy qui est heureux du travail de Nami et qui malheureusement le détruit en à peu près un dixième de seconde parce qu'il a appris aucune leçon de son arc précédent et qui continue à essayer à se comporter comme un enfant et à essayer de tout tapoter. Donc, j'adore Luffy. Oui, 90% du stream, ça va juste être moi en train de fangirler sur les personnages. Je tiens à préciser. Donc, le chapitre aussi, je trouve qu'il sert pas mal à montrer la dynamique entre Luffy et Nami, parce que Zoro, il apparaît dans genre deux panels et le trois quarts du temps, il est en train de pioncer. Tu parles de quel perso? D'accord. Oui, non, parce que j'étais sur le fait que tu parlais du personnage qui ressemble à l'eau, et genre tu me dis, il s'est trouvé une copine et tout, et j'étais, attends, j'essaye de chercher parmi tous ces personnages de qui elle me parle, de qui elle parle. D'accord. Oui, non, l'eau s'est pas trouvé de copine, ça je sais. L'eau est devenue sa copine. Mais, non, non, mais comme tu parlais d'un de tes personnages, je me demandais lequel c'était, qui correspondait à cette description. J'ai- J'étais, j'étais vraiment en train de chercher. Les relations queer platoniques, ça existe, hein, même si on les ship pas. Euh, le ship queer platonique fonctionne. Dans tous les cas, ça fonctionne. Hop, tu m'aides pas là. Tu ne m'aides pas. J'essaye d'éviter le ship dans cette analyse. Bon, même si j'ai parlé de Shuggy juste avant, mais c'est un détail.
Eux, c'est juste parce que c'est très drôle. Hop. Donc, tu sais qu'il faut pas faire ce genre de blague. Enfin, voyons. Depuis le temps qu'on se connaît. Depuis tous les trucs que je t'ai fait shipper qui n'étaient pas shippables normalement. En grande partie parce que je suis un troll et que c'est très drôle de faire shipper les gens. Des trucs que je ne ship même pas moi-même. D'ailleurs, tu sais que je me suis amusée. J'ai réussi à convaincre une amie de shipper Nami et Lola. C'est pas très difficile en vrai, hein, mais je suis plutôt fière de moi parce qu'elle a tendance à détester les ships les ships gays et lesbiens. Ah mais eux c'est pareil, je suis désolée, c'est facile de faire shipper les gens quand tu donnes des bons arguments. Harry Ron, c'est Harry Ginny si ça fonctionnait. Écoute, je suis désolée, mais c'est très très drôle d'avoir ce genre de réaction. Euh, bref, bref. Euh, J'en étais à la dynamique entre Luffy et Nami, puisque on commence à avoir justement, donc Oda établit encore ses, ses règles. Donc depuis le début, on nous a montré que Luffy est en général assez résistant à tout sauf aux lames. Donc là, on a encore la preuve avec l'aiguille. Et on a la dynamique entre Nami et Luffy, qui est que Luffy fait une connerie et Nami l'engueule directement. Euh, Dynamique très simple, mais qui fonctionne particulièrement bien. Euh, on voit aussi que ils ont toujours le Jolly Roger de Buggy. Je sais plus où est-ce que c'est écrit. Voilà, il y est toujours. Donc, c'est que bah, clairement, ils ont pas encore toutes leurs priorités, entre guillemets. Puisque là, justement, Nami essaye d'essayer de leur faire comprendre comment, comment fonctionne la navigation. Elle essaye même pas encore de rentrer dans les détails, hein, c'est vraiment des trucs très basiques. Donc, avoir de l'eau, de la nourriture, essayer juste de voir où on va. Euh, et on a encore un peu le thème de la chance, alors sous-entendu cette fois-ci, mais qui va être aussi assez important dans l'arc. Euh, mais elle a raison, genre c'est un miracle qu'il puisse survivre. Parce que Luffy, il peut survivre de tout et n'importe quoi avec, grâce au fait qu'il a été élevé dans la jungle et tout, mais c'est un personnage qui non seulement ne savait pas nager avant d'avoir son fruit du démon, mais qui en plus a un fruit du démon. Genre, sur la mer, c'est quand même particulièrement dangereux, surtout quand tu vis sur une barque. Alors, c'est même pas juste... c'est dangereux en temps normal, mais en plus, lui, il pousse quand même. Euh, et Zoro, alors Zoro, pour le coup, lui, il l'a expliqué avant, mais lui, il est sur l'eau parce qu'il s'est perdu et sait pas comment rentrer chez lui. Donc, je pense qu'il est un minimum au courant, mais il est quand même pas mal du genre à se laisser aller à, à- à suivre le flot. Donc, ça le dérange, mais pas tant que ça. Genre, il est content d'avoir sa nourriture grâce à Nami, mais il cherche pas non plus beaucoup plus loin. Et justement, j'avais mentionné un peu la dernière fois que euh, pas mal de membres de l'équipage, en fait, rejoignent l'équipage un peu en deux temps, et que c'est pas que Nami et Robin. Même si c'est celle où ça a été le plus visible, on va dire. Mais par exemple, moi, je considère que Zoro rentre pas mal dans, dans ce, dans ce cas-là, parce que pour moi, il fait vraiment partie de l'équipage à partir du baratier. Et l'arc justement avec Usopp, c'est Zoro qui, comme Nami avec Luffy, se,
se mélange un peu plus à l'équipage et justement commence à considérer l'équipage comme sa famille. Et genre, il est pas encore à fond dans l'équipage parce qu'il n'a pas encore fait sa promesse à Luffy de ne plus jamais perdre et de le faire devenir roi des pirates. Pour moi, c'est à partir du moment où il lie son rêve à celui de Luffy qu'il devient vraiment un membre de l'équipage. Mais Sanji et Zoro ont été construits comme une paire. Genre, on a eu la preuve l'année dernière, c'était dans le One Piece Magazine 18, je crois. Le One Piece Magazine qui est que sur eux deux. Euh, et oui, il me semble que et genre, ça se voyait déjà, c'est juste qu'on n'avait pas de preuves, parce qu'Oda, on n'avait jamais parlé avant, particulièrement. Même s'il a quand même il a quand même plusieurs fois parlé du fait que Sanji et Zoro sont construits de façon opposée. Mais il n'a pas forcément parlé de pair, mais s'ils sont opposés, c'est que clairement ils sont liés. Parce que par exemple, les formes qui sont liées à Sanji, ce sont des formes plutôt rondes, et les formes liées à Zoro, ce sont des formes plutôt linéaires. Il, justement, il les compare. Par exemple, le fait que par rapport à une femme, Sanji va regarder vers la femme et Zoro va regarder de- dans la direction opposée. Donc, en vrai, il l'avait déjà sous-entendu et tout, mais quand tu lis leurs introductions et tout leur développement, enfin pas tout leur développement, mais une bonne partie de leur développement, est quand même lié l'un à l'autre. Parce que Zoro, son introduction, c'est quand même n'a pas mangé depuis 30 jours. Il mange même des onigiri qui sont tombés par terre et qui sont sucrés au lieu d'être salés, et enfin, qui ont du chocolat dedans, je crois, ou un truc du genre, euh, pour, euh, pour faire plaisir à la gamine et tout. Euh, et Sanji est introduit comme une personne qui déteste qu'on gâche la nourriture. Et ensuite, on a sa backstory il a pas mangé pendant, pareil, pendant 30 jours, parce il est resté sur son îlot, je crois, 85 ou 75 jours, et il a pu manger pendant à peu près 25 jours. Donc, ouais, non, c'est plutôt 50 jours. Mais voilà, Zoro était censé ne pas manger pendant un mois, et je crois qu'il est resté 3 semaines sur son truc. Donc, clairement, ils sont construits en parallèle. Et ensuite, justement, le baratier, Sanji est inspiré par Zoro, et c'est en partie grâce à ça qu'il accepte de partir. Et Zoro, lui, lui, il est en train de vivre sa vie tranquillement. Donc voilà, et c'est là justement qu'il devient, pour moi, un vrai membre des Mugiwara. Et la seule exception, qui n'en est pas vraiment une, mais qui en est une quand même un peu, c'est Usopp, qui a quand même son truc où il part et où il revient, mais c'est lui qui, dès le début, a fait euh, une vraie contribution à l'équipage en tant qu'équipage, puisque c'est lui qui a créé le Jolly Roger. Euh, et ça, c'est un truc que seul Frankie a fait, puisqu'il a rejoint l'équipage après avoir créé le, le Sunny. Euh, et donc, certes, Usopp a son truc où il part et il revient et tout, euh, mais c'est lié aussi à un truc un peu plus gros, puisque l'Arc Water 7 s'attaque pas mal à la communication entre les Mugiwara, et que certes, Usopp avait son problème de confiance en lui, et il a techniquement quitté l'équipage, mais ça a été causé par Luffy qui n'a pas communiqué avec l'équipage. Et donc c'est aussi le seul départ de l'équipage qui est directement lié, même si c'est pas que la faute de Luffy, parce que c'est quand même en grande partie la faute à,
au problème de confiance en lui d'Usopp, mais c'est quand même en grande partie lié à Luffy, qui n'a pas su communiquer avec son équipage. Et donc justement, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Ah oui, parce que je parlais du fait qu'ils ont encore le drapeau de Buggy. Euh, et donc je suis partie dans un trip. Euh, mais tout ça pour dire que pour moi, Usopp est le premier vrai membre de l'équipage. Voilà, c'est ma hot take du jour. Peut-être l'une de mes hot takes du jour, je sais pas si je vais en avoir d'autres. Euh, on a aussi, ben, on explore, on commence encore à explorer les personnages. Donc, par exemple, Zoro est quelqu'un de très terre à terre, mais aussi de très con. Euh, Nami, elle est très terre à terre, mais elle est intelligente. Et Luffy, il est le contraire des deux, dans le sens où il est ni terre à terre, ni intelligent, mais il a un très bon instinct. En fait, c'est pas qu'il est pas terre à terre, c'est qu'il est extrêmement terre à terre sur beaucoup de points, mais qu'il n'a pour le coup pas la sociabilisation nécessaire pour être terre à terre de la même façon que Zoro et Nami. Coucou. C'était bien la conduite? Oh bah ça va, depuis tout à l'heure, je parle, j'ai à peine commencé un chapitre. Genre, je suis censée faire tout un arc, j'ai à peine commencé un chapitre. Ah bah viens, de toute façon, je déblatère, je pose mes idées sur le fonctionnement de One Piece. Euh, Si tu lis One Piece, est-ce que tu es à jour? Tu lui as dit déjà bonjour tout à l'heure, tu sais, Chloé. Ah, donc je peux pas montrer le Labubu. Parce que j'ai tendance quand même à pas mal spoiler. Euh, Parce que le but, c'est vraiment de faire une relecture par rapport à ce qu'on a comme connaissance. Je peux montrer? Ok. Alors, l'un des antagonistes de Whole Cake Island, c'est Katakuri. Je sais pas si tu as été jusque-là. Et il se trouve qu'on vient d'avoir un flashback euh, sur Katakuri quand il avait, je crois qu'à ce moment-là, c'est 42, donc il avait 6 ans. Voilà. Et donc, bébé Katakuri, à 6 ans, ressemble à un laboubou. De toute façon, pour l'instant, je parle de rien d'autre que de One Piece. Donc, comme ça, je ne peux spoiler que One Piece. Donc voilà, ça date du dernier chapitre qui est sorti avant-hier. Et je suis restée coincée sur le fait que bébé Katakuri ressemble à un laboubou. Mais il est trop choupi. Et il y a d'autres il y a d'autres enfants de Big Mom qu'on voit sur l'image d'où il vient. Et ils sont tous choupis. Hop. Donc voilà. Euh, sinon, bah là, j'étais en train de parler de la différence de fonctionnement des trois qu'on a là pour l'instant, qui est que Zoro est terre à terre mais con, Nami est terre à terre mais intelligente, et que Luffy est le contraire des deux, euh, puisque il peut être terre à terre sur certains cas, mais il a la sociabilisation d'une chenille, donc c'est il est plus très littéral que terre à terre, on va dire. Et justement, un des antonymes de terre à terre, c'est romantique dans le sens de l'aventure, ce qui convient quand même pas mal à Luffy. Euh, je trouve que c'est assez intéressant justement d'avoir ces trois-là dans ce cas.
Ah, mais il est tellement pathétique, Lo. Je c'est un tsundere, mais il essaye d'être edgy et il ne l'est pas. D'ailleurs, c'est un gag qui est très très reconnu dans le fandom japonais, qu'il essaye de se donner un genre, mais que personne n'y croit. À tout de suite! Donc, bon, Luffy n'écoute absolument pas forcément les 2 autres, et il se concentre vraiment juste sur ce qui est en face de lui, et en l'occurrence, ce qui est en face de lui, c'est une île. Et évidemment, les deux. En vrai, je plains tellement Nami. Genre, elle a découvert une famille et tout, des gens qui sont là pour la soutenir et qui l'aiment, et tant mieux pour elle. Mais se retrouver avec deux débiles qui suivent leur instinct constamment, moi, je pourrais pas. Je pourrais tellement pas. Je les adore en fiction, mais alors en réalité, voilà. Et donc, bah, en vrai, Nami, elle finit quand même par les suivre, hein, parce que ce serait pas drôle sinon. Euh, Bah, à ce moment-là, c'est surtout qu'elle se dit que grâce à eux, elle peut gagner pas mal de trésors. Parce que, et justement, elle commence à les apprécier et justement vraiment à vraiment bien les aimer. Mais là, elle est encore en mode survival game, quoi. Elle est là pour gagner de l'argent, pour sauver son village. Pour l'instant, c'est juste des bus qu'elle sait qu'elle peut manipuler. Et ils sont forts. Donc comme ça, elle est sûre de pouvoir récupérer des trésors si elle peut et tout. Euh, donc bon, Zoro était quand même assez terre à terre, mais le pauvre, il doit se reposer. Il a quand même subi de graves dommages euh, dans l'arc précédent. Euh, donc voilà, mais Nami finit par les suivre et pendant que Zoro fait la sieste, euh, encore une fois, il a une excuse. Il a une excuse. Il est en train de se reposer parce qu'il a perdu pas mal de sang. Euh, et parce que c'est le seul vrai protagoniste shonen qu'on ait pour l'instant, puisque Luffy, il a tendance à se... Il est assez différent du protagoniste de shonen neketsu classique quand même. Mais donc justement, on sait qu'on va se concentrer sur la dynamique entre Luffy et Nami. Aussi, ce qui s'était passé juste avant l'avait pas déjà indiqué, mais voilà, on sait qu'ils partent tous les deux. Oh, j'avais oublié qu'il disait Cocorico. Je l'ai lu la semaine dernière. J'avais oublié que le renard disait Cocorico. Je sais pas pourquoi. Mais bref, j'ai été distraite, encore une fois. Euh, mais moi, ce que j'apprécie, c'est que bon, Oda fait jamais rien pour rien. On le sait maintenant. Mais à l'époque, on n'était pas forcément au courant. Et en fait, relire ce genre de choses, ce chapitre, il est vraiment là pour euh, expliquer de façon méta le monde de One Piece et comment Oda va faire fonctionner son histoire. Et donc, techniquement, ces deux personnages ont raison. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est juste que l'une est raisonnable et l'autre n'est pas raisonnable. Et par exemple, à Marineford, on, on retourne cette logique, puisque jusqu'à Marineford, Luffy, il a raison d'agir comme ça. La narration nous donne toujours raison par rapport à Luffy. Même si les autres sont tous tout aussi raisonnables, sont voire plus raisonnables que lui, Luffy a toujours raison. Sauf à Marineford. Parce que justement,
Oda vient nous rappeler que tout est une question de chance, que Luffy est quelqu'un d'extrêmement chanceux, qui va devenir roi des pirates parce qu'il a cette chance-là. Il a la chance de bien s'entourer, il a la chance d'être né au bon moment, il a la chance de vivre dans ce monde tel qu'il est. Mais juste parce que c'est quelqu'un de très chanceux veut pas dire que sa chance ne peut pas le lâcher une fois de temps en temps. Et ça arrive même à Luffy. Et c'est pour ça qu'il se retrouve à Marineford où quelque chose qui a fonctionné jusqu'à ce moment-là ne fonctionne plus du tout. Et, euh, et donc voilà, je voulais juste te dire ça. Euh, j'adore. Juste j'adore les. Oda s'est juste amusé à prendre deux animaux et à les mélanger. Et ah tiens, ça a l'air sympa. Euh, Après, il a tendance plus à faire des variations sur des animaux préexistants, mais pas forcément des mélanges vraiment typiques. Genre par exemple, j'adore l'oreille qui est la couleur du cochon, mais qui est clairement une oreille de lion. Ah, je veux bien le croire, même juste en... Quand on prend des quand on crée des personnages juste en général, faire des mix de personnages existants, je trouve ça très drôle. Genre, tu sais, c'est un peu un peu comme les enfants imaginés par les fans. Tu sais, où ils prennent des caractéristiques d'un parent, ils prennent des caractéristiques de l'autre parent et ils les collent ensemble pour faire un enfant du personnage. Ce qui est absolument pas comme ça que ça fonctionne, mais juste, je comprends le trip. Je l'ai fait à mon époque, quand j'étais au collège et au lycée. Très souvent. À l'époque, je comprenais pas forcément comment le yaoi fonctionnait et donc j'étais alors s'ils peuvent pas avoir de génétique, on va passer au clonage. Genre moi je suis directement allée sur le clonage. J'ai pas essayé le in vitro, j'ai pas essayé le. euh, Alors j'ai fait ça au niveau de l'adoption où en fait il rencontrait le gamin et il ne rencontrait le gamin que parce que le gamin, comme il était un mix des deux parents, ils finissaient par se retrouver au même endroit parce qu'ils avaient des personnalités similaires et donc ils allaient au même endroit. Et genre je me suis dit, c'est un peu bancal. Et donc après je suis passée au clonage. J'ai pas... Voilà, je suis passée directement au clonage. Bah, évidemment qu'il y a des fan kids dans le fandom de One Piece, c'est un des plus gros fandoms qui existent. Genre toutes les tendances qui existent dans les petits fandoms, elles ont existé à un moment ou à un autre dans One Piece, hein. Euh, essaye de me donner des tendances voilà, qu'on pense qui sont cantonnées qu'aux petits fandoms et tout. Je peux te donner je peux te dire que je peux t'assurer que je les aurais vus au moins une fois dans le fandom de One Piece. En 20 ans, et pourtant j'ai évité le fandom de One Piece pendant longtemps parce que les gens étaient quand même assez toxiques, mais je suis presque sûre d'avoir vu toutes les tendances dans One Piece. Genre, notamment la tendance où, à l'époque, le yaoi, ça se faisait pas, et donc on faisait des headcanons comme quoi tel personnage était en vérité une fille. Comme ça, tu peux avoir le ship hétéro que tu veux. C'était très courant au début, milieu des années 2000. Et ben ça, je l'ai vu dans One Piece aussi. C'était pour un ship bizarre, pour le coup, que je l'ai vu. Mais je l'ai vu. Le ship en question, c'était Spandam et Frankie. Faut pas m'expliquer comment ils sont allés chercher ce ship-là. Je sais juste que je me suis bien... J'ai bien ri. J'ai bien ri. Franchement. Ah, les gens qui n'aiment pas les shippers, je ne comprends pas. C'est vraiment très drôle. Ils ont des idées des fois. J'aime bien, je dis ils comme si j'en étais pas. Mais ah, le crack shipping, c'est genre le meilleur truc qui existe. C'est tellement drôle. Bref. euh, Où est-ce que j'en étais? Euh,
Donc là, l'apparition de Gaimon, évidemment. Heu, hop, putain, j'arrive plus à lire. C'est pas assez gros pour moi. Comme j'ai lu il y a 3 semaines, je me souviens pas trop. Pas exactement de ce qui se passe dans le détail. Hop. J'apprécie que Luffy soit la voix de la raison dans ce cas-là. Oh, mais pas que dans Naruto, hein. Il y avait ça vraiment, je te dis, j'ai vu ça dans pratiquement tous les fandoms de l'époque. J'ai vu ça dans Hunter x Hunter. J'ai vu ça. Alors, à l'époque, euh, c'était la fin de DBGT. Non, dans Dragon Ball GT, je les ai vus juste justifier la relation entre Trunks et Pan. J'étais. Alors. euh, Comment vous dire? Je suis pas fan. Et c'était le ship le plus populaire dans ce fandom, j'ai jamais compris. Euh, Genre, mais Dragon Ball GT, c'est un trip aussi. Oui, dans Dragon Ball GT, j'ai vu justement entre Trunks et Goten, hein, évidemment. Il transformait Trunks en fille. Et comme ça, il pouvait le shipper avec Goten. Euh, Ce qui est ironique, parce que pour le coup, Goten avait une copine qui était absolument adorable. Bon, elle était conne comme un balai, mais elle était très choupie. Donc, je. Genre, et pour le coup, j'aime bien le ship Goten Trunks, hein, c'est juste que je vois pas l'intérêt de transformer Trunks en fille. Juste. Genre, et même pas. Et le pire, c'est que tu vois, à la limite, maintenant, on peut faire ce genre de truc-là, tu sais. euh, on aurait pu le faire à l'époque, tu sais, d'avoir des personnages trans. Mais non, c'est juste qu'ils étaient cis, tu vois. Ils ne pouvaient pas être trans. C'était juste que le personnage était transformé en femme pour pouvoir avoir le chip. Genre, j'étais. Votre logique pourrait presque fonctionner. C'est un peu comme ma grand-mère qui parle de ma cousine qui est devenue un homme alors qu'en fait elle est juste lesbienne. Mais comme c'est une lesbienne butch, ma grand-mère pense que c'est devenu un homme. Parce que elle peut pas être une fille qui aime les filles. Il faut que ce soit un garçon qui aime les filles. Donc ma grand-mère est accidentellement pro-trans. Elle me fait triper parfois. Mais ouais, non, j'ai vu ça donc dans des BGT. Il y avait quoi? J'ai vu ça dans Vision d'Escaflowne. J'ai vu ça dans Bleach, évidemment. Euh, Qu'est-ce qui sortait à l'époque? Je l'ai pas vu dans la loi d'Ueki, mais dans la loi d'Ueki, c'est parce que comme le chip le plus populaire, c'était le chip qui était canon, et que même parmi les gens qui aiment bien quand même les chips gays, il y en avait très très peu dans ce fandom. Pareil pour Fairy Tail, mais Fairy Tail c'est un peu plus après. Euh, Avant Fairy Tail, c'était Rave Master et c'est à peu près la même chose. Pour le coup, Mashima est pas un mauvais auteur quand il s'agit de romance, notamment de romance hétéro. Donc, la plupart des gens ne se sentaient pas le besoin de shipper des ships gays. Et donc, bizarrement, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Putain, je bug. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... Fullmetal Alchemist, c'est pareil. Euh... Si, il y avait un peu le Roy Head, parce que c'est tout à fait normal de... Je sais pas ce que les gens avaient à shipper des trentenaires avec des adolescents à l'époque. Parce que je vais faire mon Doofenshmirtz, mais si j'avais un nickel un centime à chaque fois que ça arriverait, j'aurais 2 centimes, ce qui n'est pas beaucoup. Mais c'est bizarre que ce soit arrivé 2 fois. Et je suis presque sûre qu'il y en a d'autres. C'était dans Razéphone. Mais pour le coup, dans Razéphone, c'était canon. Il y avait quoi? Un peu plus vieux aussi, c'est plus vers la fin des années 2000 où c'était
Il y avait Full Metal Panic. Quoique non, c'était vers le milieu des années 2000, Full Metal Panic. Euh, Il y avait pas. C'était plus des chips lesbiens pour le coup qu'il y avait. Mais pareil, personnage transformé pour le coup, c'est justement l'une des rares fois où c'était l'inverse, où un personnage était transformé en homme pour pouvoir les shipper. Il y avait eu ça dans Nana aussi, j'ai vu ça dans Nana. Et pourtant, Nana, c'est quand même, en tant que fandom, ils acceptaient quand même beaucoup plus facilement les lesbiennes. Mais je l'ai quand même vu dedans. Oui, mais le ship Bruce et Dick, à la base, c'est juste un mec qui voulait interdire les comics et qui a lancé le ship et les gens se sont dit ah, tiens, ce serait intéressant. Et depuis, les gens ship parce que comme c'est rentré dans l'imaginaire collectif, bah il y a plein d'auteurs qui jouent dessus aussi. Donc techniquement, ce chip là, il est voilà, il est et puis surtout aussi, il y avait pas la même différence d'âge, c'est-à-dire que techniquement, Dick avait 12 ans et Bruce en avait 20. Enfin, il avait le début de la vingtaine. Euh, Dans la plupart des flashbacks et tout, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus proches en âge. Et ça reste bizarre, mais à la limite, tu vois, c'est pas un trentenaire et un adolescent. C'est un vingtenaire et un adolescent. Tu comprends? À 3 ans près, c'est pas pareil. Ça reste bizarre, mais c'est pas pareil. Mais c'est vrai qu'en fait, ils avaient plus la. En fait, c'est souvent la différence de vibe entre grand frère, petit frère et parents-enfants, quoi. C'est pour ça qu'il y en a qui ont l'air plus bizarres, alors que techniquement, c'est tout aussi bizarre l'un que l'autre. Bref, maintenant qu'on a parlé de dégénérescence civile, retournons à nos affaires. Euh, donc, Luffy est autiste. Point. Voilà, j'ai fini ma présentation. Euh, non, mais c'est juste que depuis tout à l'heure, en fait, Luffy est extrêmement littéral dans ses interactions avec Nami et avec Gaimon. Euh, et là, par exemple, justement, on a Luffy qui se focalise juste sur un point et qui ignore complètement le reste, parce que c'est vrai que Nami a raison, ça ressemble quand même plus à un cochon qu'à un lion, à part la crinière et les oreilles, ça reste quand même un cochon. Euh, et ensuite, donc, voilà, donc on a Luffy qui fait le Luffy. Bref, je sais plus pourquoi je parle de ça. Donc voilà. J'adore aussi le fait que Nami est la plus violente des trois. Alors, on le voit à nouveau sur Jaya, juste avant Skypiea, quand quand Zoro et Luffy sont dans le bar et se font moquer, qui est lui-même une référence au chapitre 1. Euh, mais j'apprécie juste le fait que Nami soit naturellement la plus vindicative du groupe. Euh, Parce que c'est juste les différences entre la personnalité, la capacité. Et en vrai, c'est ce qui a permis à Nami de survivre pendant aussi longtemps, quoi. C'est le fait qu'elle n'hésite pas à se fighter quand elle a besoin et aussi qu'elle n'hésite pas à fuir quand elle a besoin. Euh, Parce qu'elle a la niaque. C'est pas forcément de l'ironie, c'est plus une question de montrer que bah c'est pas les gens sont un peu plus nuancés quoi. On n'a pas encore beaucoup de nuances à ce niveau de l'histoire, mais on a justement des trucs qui préparent aux nuances qu'on aura plus tard. Pour l'instant, la seule nuance qu'on a, c'est que euh, certains marines sont gentils, mais le trois quarts des marines qu'on a vus, qui sont en position qui ont du pouvoir, sont tous corrompus. Genre Ice Blue, le premier marine qui a un grade
qu'on rencontre qui n'est pas corrompu, c'est Smoker. C'est dans le tout dernier arc d'East Blue qu'on rencontre un marine qui n'est pas un connard. Donc voilà. Puis Luffy qui a zéro tact, évidemment, hein. Alors, dans East Blue, la plupart des gens ont l'air d'avoir même pas entendu parler des fruits du démon. Genre, à part certains équipages de pirates, la plupart des gens ont l'air de même pas connaître leur existence. East Blue, c'est la mer la plus tranquille. C'est pour ça que, par exemple, les animaux qu'on voit qui sont un peu bizarres, c'est genre extrêmement surprenant pour eux. Alors qu'en vrai, quand ils commencent à rentrer sur Grand Line et tout, ils voient des trucs genre cochon-lion en comparaison à ce qu'on voit après, c'est quand même vachement normal. Et pourtant, ils ont des monstres marins. Donc, euh, ils en ont pas beaucoup, mais ils en ont quand même. On en a vu plus sur East Blue qu'on en a vu sur la première partie de Grand Line. Avant, je crois, ouais, c'est au niveau de Sabaody et d'Amazon Lily. Avant ça, je crois pas qu'on voit beaucoup de, de monstres marins sur Grand Line. On en voit évidemment au niveau des hommes de l'île des hommes poissons, mais avant ça. Bref. Ok. Donc bon, voilà, les deux personnes bizarres se rencontrent et se disent que c'est la première fois qu'ils rencontrent une personne bizarre comme la personne en face. Donc j'apprécie le mode de communication particulièrement direct. Et Luffy juste qui passe son temps à se foutre de la gueule de Gaimon. Genre pendant tout l'arc, il passe son temps à se foutre de sa gueule. Euh, Après, avec Luffy, on sait jamais s'il se moque complètement de la gueule ou s'il y a un côté un peu sincère. Ça pourrait être les deux, soyons honnêtes. Ça pourrait être les deux. Ben, avec Luffy, on sait pas vraiment parce que il aime quand même pas mal se foutre de la gueule des gens, hein. Genre, quand même pas mal. C'est quand même un grand plaisir pour lui de se foutre de la gueule des gens. C'est juste que le trois quarts du temps, il est focalisé sur autre chose pour le faire. Mais genre, il aime clairement se foutre de la gueule de Gaimon. Donc là, on a un peu d'exposition et tout, parce que... Non, Luffy qui est un troll, jamais on l'aurait deviné. Pas forcément en vrai, parce que un troll joue sur les émotions des autres. Luffy, il aime juste se foutre de la gueule des gens. Genre, peu importe leur réaction, il aime juste se foutre de la gueule des gens. Un troll, c'est plus proche du... C'est genre... euh, c'est genre, par exemple, si je dis à des fans de Zoro que je pense que Zoro fait de l'anxiété, c'est à moitié vrai et à moitié un troll. Parce que, je le dis parce que je le pense, et je le fais aussi parce que souvent les réactions des fans sont très drôles. Et ah tiens, bonjour Streamrunners. Je fais une relecture de One Piece. Donc là, j'en suis à l'arc du village de Siro. Ça fait 40 minutes que je suis sur le chapitre de Gaimon parce que j'arrête pas d'être distraite. Euh,
Donc il y a des spoils, parce que c'est une relecture. 1 seconde. C'est une relecture, donc des chapitres, jusque jusque là où on en est, heu et donc je fais l'analyse au jour, par rapport à ce qu'on sait présentement dans le manga. Donc par exemple, sur le chapitre, sur le l'arc, avec Buggy, forcément, j'ai fait des références au au pas forcément juste au dernier chapitre, mais même, à certaines révélations qu'on a, vers l'arc de Wano et tout, donc voilà, si vous voulez pas être spoilé, je vous conseille de vous boucher les oreilles ou de juste de mettre à 1 le son, comme ça vous pouvez quand même gagner des points et vous serez pas obligé d'entendre, de m'entendre déblatérer, des spoils. Voilà. Heu, Ils ont quelle réaction? Oui, ah oui, par rapport à Zoro. Bah, souvent ils sont énervés parce que j'ose dire que Zoro a de l'anxiété. On parle quand même d'un mec qui a halluciné la mort et qui était en train de, pas de courir parce qu'il était à genoux, mais il était en train de ramper vers ses sabres, il était en train de paniquer, heu et il a fini par et il a eu une hallucination de la mort. Genre, tu n'as pas ce genre d'hallucination si tu n'as pas un minimum d'anxiété, heu et justement, c'est un truc qui remonte, un peu au à l'arc du Baratier, mais même si c'était encore très léger, mais à partir de Thriller Bark, il est de plus en plus anxieux. Oui, mais pour certains, c'est juste, son sens du devoir, tu vois? Parce qu'il y en a plein d'ailleurs qui sont convaincus que Zoro n'aime pas l'équipage, qu'il est là juste pour Luffy. Alors qu'en fait, c'est juste que c'est un putain d'anxieux. Heu et juste oser dire que Zoro fait de l'anxiété, souvent ça déchaîne des vagues de colère et donc, bah, moi c'est justement, c'est l'une des rares théories que j'ai, c'est par rapport à comment, Oda va, heu, vers quoi, Oda amène, le personnage de Zoro par rapport à cette anxiété. Heu et donc quand j'en parle, c'est à moitié parce que, bah, j'ai envie d'en parler et donc parce que c'est un truc qui m'intéresse et tout, à moitié le troll en moi qui se dit: «Comment est-ce que vont réagir les autres? Comment la personne en face de moi va le prendre? Est-ce que ça va faire partie des personnes qui seront intéressées ou est-ce que ça va faire partie des personnes qui vont être horrifiées que j'ose soutenir la possibilité que Zoro ait un minimum d'anxiété, que ce ne soit pas un gros tchad? Comment ose-je?» Je sais même pas si ça se dit, mais juste comment ose-je? Parce que, voilà, c'est comme, tu sais, quand je dis que, l'une des raisons pour lesquelles j'aime pas l'animé, c'est qu'ils ont mis une musique triomphante sur la scène du «Il ne s'est rien passé» de Zoro à Thriller Bark. Parce que justement, c'est une scène où Sanji est paniqué. Zoro a eu de la chance de survivre. C'est pas un triomphe, c'est de la chance. Et pareil, souvent quand je dis ça, réaction horrifiée. Comment est-ce que j'ose dire que Zoro a eu de la chance? Le mec qui, à Lockton, nous dit qu'il a littéralement de la chance. Il prend un sabre, un sabre, merde, un sabre maudit, et il le teste. Il teste sa chance avec le sabre. Déjà, le thème de la chance est particulièrement présent dans One Piece en général, mais les personnages de Luffy, Zoro et Sanji sont particulièrement liés à ce thème-là. C'est dit de façon régulière dans l'histoire. Et quand c'est pas dit, ça nous l'est montré. Et bah, je suis désolée, mais Thriller Bark, c'est la chance de Zoro. Zoro a eu de la chance de survivre. C'est pas un triomphe. Et donc, je suis encore énervée par rapport à l'animé pour cette scène-là. Et c'est pas forcément une opinion qui est très,
très apprécié des fans de Zoro. Et je dis ça, c'est genre en tant que fan de Zoro. C'est juste que je pense que le personnage dont je suis fan et le personnage dont eux ils sont fans n'est pas le même. Parce qu'on le voit juste pas de la même façon. Et d'ailleurs, c'est en partie pour ça que je fais ce stream, c'est pour poser mes idées quelque part et pour pouvoir discuter de ça si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Hein, pas hésiter à discuter des opinions et tout, du moment qu'il n'y a pas d'insultes. Moi, je suis prête à tout écouter, quoi. Donc, voilà. Donc, je suis partie sur Zoro et là, on est en train de nous montrer deux débiles qui sont des pirates et qui sont incapables de lire une carte. Et genre, pauvre Nami qui est obligée de nous faire toute l'exposition parce que c'est la seule personne à avoir un cerveau. Genre, la pauvre, juste la pauvre. Donc voilà, là on a l'exposition du monde un peu plus large que East Blue. Euh, je pense que c'est pas forcément juste ses capacités martiales, c'est l'image qu'il se donne. Euh, L'un des parallèles entre Zoro et Sanji, c'est qu'ils essayent de se donner une image d'être une personne plus cool qu'ils ne le sont. Zoro notamment, par exemple, quand il prend sa pose là, sur Little Garden, quand ils vont être transformés en statue de cire, il prend cette pose-là parce qu'il veut avoir l'air cool. Il essaye, genre, il avait quand il a pris ses trois sables, c'est parce qu'il pensait que c'était cool et que ça lui permettrait d'avoir plus de chances de battre Kuina. Euh, Zoro est un personnage qui essaye de se la jouer un petit peu quand même beaucoup. Et ça fait partie de sa façade, puisque la plupart des personnages, mais surtout les Mugiwara, sont créés par rapport à un stéréotype, à une façade, qui est ensuite expliquée par un traumatisme. Et apprendre à gérer ce traumatisme, ça n'enlève pas cette façade, mais ça leur permet d'avoir un rapport à cette façade qui est plus saine. Par exemple, avec Nami et son amour de l'argent, Nami, c'est le stéréotype de la femme fatale. La femme fatale qui aussi moi je sais plus comment dire en français, une gold digger qui n'est là vraiment que pour l'argent. Euh, Outre le fait que ce genre de femme, à la base, c'était quand même plus une question de survie qu'autre chose et que le trope est complètement sexiste, Nami, on explique ça justement par son trauma. Euh, Elle en a après l'argent parce que déjà elle est née pauvre, mais en plus elle est pas née pauvre, elle a vécu pauvre toute son enfance. On ne sait pas comment, on connaît pas ses parents biologiques, mais elle a vécu pauvre pendant toute son enfance, puis belle-mère est morte et elle a voulu racheter son village. Donc elle a fini par devenir obsédée par l'argent parce que son but était lié directement à l'argent. Et n'empêche qu'elle a passé toute son enfance à justement n'être obsédée que par l'argent et à comprendre le monde au travers de l'argent. Même si elle n'a plus autant besoin de cet argent qu'elle en avait besoin justement quand elle était sous Arlong, euh, elle voit le monde au travers du prisme de l'argent encore aujourd'hui. C'est juste que maintenant, elle voit le monde. Elle sait aussi que le monde ne se réduit pas que à l'argent. Et elle peut justement à la fois vouloir le trésor et profiter de vivre sans, de vivre avec des gens qu'elle aime plutôt que uniquement de chasser les trésors. Bye bye les streamers. Oui, c'est ça, c'est les streamers à la base. Donc voilà, c'est ce rapport, ça ne change pas du tout
le fait que, ça reste quelqu'un qui est obsédé par l'argent, enfin qui aime l'argent. C'est juste que justement, elle n'est plus obsédée que par l'argent et donc elle a un rapport plus sain à, son mécanisme de de défense, par rapport à ses traumatismes et bah, Zoro, c'est un peu la même chose. Zoro, son traumatisme, c'est, il n'a pas pu, protéger quelqu'un qu'il aimait parce qu'elle est morte, de façon complètement stupide. Heu, Elle a prouvé techniquement que les femmes étaient plus faibles parce qu'elle est morte, elle est morte en tombant dans les escaliers. C'est pour ça que je comprends pas d'ailleurs les gens qui disent que Zoro ne peut pas être sexiste parce que, quand il avait 8 ans, il a engueulé Kuina par rapport à son essentialisation du genre. Heu, Parce que justement, elle lui a «prouvé» entre guillemets que cette essentialisation de genre était vrai et ensuite il a passé quand même presque 10 ans, à vivre justement dans l'environnement qui disait que, bah, les femmes elles étaient plus faibles, machin et tout et il n'a jamais eu personne d'autre pour prouver le contraire et donc c'est quelque chose qui est, on parle souvent de sexisme, heu, ordinaire et en fait c'est ça, c'est un truc qui est de qui est, et intériorisé aussi et c'est quelque chose qui, même s'il n'y croit pas, c'est quand même quelque chose qui reste dans sa tête et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des moments comme à Punk Hazard où, Tashigi, lui dit qu'il est sexiste, de ne pas vouloir, tuer Monet, et lui dit de se mettre, de la laisser faire, parce que justement, il devient un poids un peu pour les autres et il ne la contredit pas, parce qu'elle a raison et il est au courant et ça se voit sur son visage, ça le saoule, justement. Ça le saoule d'être comme ça et donc voilà, je comprends pas les gens qui disent que Zoro n'est pas sexiste. Bref, donc pourquoi est-ce que j'étais partie là-dessus? Oui, donc le trauma de Zoro, c'est de ne pas avoir pu protéger, il souffre encore de la mort de Kuina et donc bah, lui, la façon dont il gère son trauma, c'est de se donner, l'impression d'être un gros tchad pour, pouvoir continuer à protéger les gens qu'il aime. En l'occurrence, c'est principalement les Mugiwara et donc à chaque fois qu'il ne peut pas les protéger, il en prend un coup et ça empire son traumatisme parce qu'il ne fait pas partie des personnages qui ont pu encore faire face à ce traumatisme. Et justement, c'est pour ça que, Zoro a une backstory qui est très, très simple, mais c'est pas pour ça qu'elle est, qu'elle est moins importante que les autres. Elle est juste un peu différente et justement le moment où ça va péter, je pense que Zoro va, parce que Zoro n'a pas encore pleuré. Depuis qu'il a perdu contre Mihawk, il n'a jamais pleuré et Oda aime faire pleurer ses personnages. C'est normal de pleurer pour Oda. Donc si Zoro n'a pas encore pleuré, je pense que ça va être un quand ça arrivera, ça va être, une belle scène bien, digne d'une telenovela. Ça va être un soap opéra à mort et j'attends ça avec impatience. Donc tout ça pour dire pourquoi est-ce que j'étais partie? Ah oui, parce qu'on parlait, justement de Zoro et en fait, je pense que les fans qui préfèrent les capacités martiales de Zoro ne sont pas forcément des gens juste qui préfèrent ça, c'est surtout qu'ils ne voient que ça. Parce que c'est l'image que Zoro se donne et c'est l'image que Oda donne de Zoro. Souvent, mais pas tout le temps. Parce que justement, c'est Zoro est constamment, anxieux et voilà. Donc oui, moi aussi j'ai hâte. Parce que je suis une grande sadique. J'aime voir les personnages souffrir. Genre, quand Sanji a pleuré parce qu'il a été, il a été obligé de frapper Luffy pour essayer de le faire partir pour le protéger dans Whole Cake Island, genre, j'étais en joie. J'étais en joie. Et pourtant, c'est deux de mes personnages préférés.
quand Zoro va se retrouver à devoir gérer ses traumatismes, ça va être un vrai plaisir. Il va souffrir, ça va être drôle, ça va être drôle. Donc voilà, je pense pas forcément que ce soit des gens qui n'aiment que les capacités martiales de Zoro. Je pense vraiment que c'est juste que ils, ils sont là juste pour un shonen normal et la plupart des shonen ne déconstruisent pas forcément les stéréotypes, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein. Ce sont des stéréotypes pour une raison. Et donc, bah, ils ont tendance à oublier que One Piece, c'est à la base, c'est une comédie. Ça, c'est l'une des techniques principales de la comédie, c'est justement de subvertir les. Non, subvertir, c'est anglais. C'est de. C'est de. Mince, comment on dit en français? Hop, j'augmente mon micro. Ok. C'est mieux là? Pas forcément détourné, mais oui, ça reste dans ces concepts-là. Euh, le but, c'est vraiment de, de nuancer, on va dire. C'est-à-dire que oui, il y a ce stéréotype-là, mais ce stéréotype-là n'existe pas dans une bulle, il n'est pas seul, il y a des raisons, il y a des conséquences à ce genre de comportement, à ce genre de stéréotype, et c'est pas aussi simple que ce à quoi on pense d'habitude. Ok, tant mieux. Et Chloé, je n'ai jamais dit que tu étais plus sadique que moi. J'ai juste dit que les auteurs, en général, sont sadiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils n'aiment pas tuer les personnages, parce que c'est plus drôle de pouvoir les torturer, et qu'une fois qu'ils sont morts, bah, tu peux plus faire grand-chose avec. Sauf si tu fais des flashbacks. Dans ces cas-là, tu peux les torturer dans les flashbacks. Mais bref, Nami qui nous fait du world building, euh, qui explique... hop, pourquoi est-ce que ça fonctionne plus? Voilà. Il y a des morts mémorables, mais par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui se plaignent ce qu'on appelle des fake-out death. C'est des trucs où on pense qu'un personnage est mort et où en fait le personnage n'est pas mort. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça parce que justement, il n'y a pas assez de morts dans One Piece et que c'est pas réaliste et tout. Outre le fait que One Piece n'essaye pas d'être le truc le plus réaliste au monde. Euh, et justement, il y a beaucoup de gens qui pensent que la mort de Pedro, elle est, elle est inutile. Alors que justement, moi, je trouve qu'elle était très belle et c'est extrêmement important, justement, notamment pour le personnage de Carotte. Euh, et même lui, par rapport à tout ce qu'il a vécu, par rapport à ses thèmes et tout, puisque de toute façon, il, il était lié à Big Mom. Oui, elle est super utile, mais il y a plein de gens qui, en fait, comme Big Mom, continuent à les poursuivre et tout, beaucoup je sais que c'est un truc que j'ai vu et qui, pour le coup, fait assez consensus, qui est que beaucoup considèrent que la mort de Pedro ne vaut rien. C'est comme la mort de Izo à Wano, beaucoup considèrent qu'elle ne sert à rien et que voilà, elle ne vaut absolument rien. Mais oui, c'est une des plus belles morts qu'on ait. Et en fait, le truc, c'est que Oda, pour le coup, il aime pas forcément tuer ses personnages. Il ne les tue que si il y a vraiment un intérêt narratif à pouvoir le faire. Euh, je dirais pas qu'elle est meilleure qu'Ace, parce que pour le coup, elles ont deux rôles complètement différents. Euh, le truc, c'est que la mort d'Ace avait un impact beaucoup plus important sur l'intrigue en général,
Alors que la mort de Pedro, comme elle était liée principalement à Carotte, et à Sanji, un peu au Mugiwara aussi, mais principalement Carotte et Sanji, heu, c'est aussi par rapport au fait de passer la torche à la prochaine génération, mais elle était plus intime, on va dire. Alors que la mort d'Ace, elle est intime par rapport au personnage de Luffy, mais elle est vraiment liée au fait hem, par rapport à la marine, par rapport heu à la au fait que le gouvernement mondial, est vraiment, est complètement corrompu et n'existe pas pour protéger les gens et c'est tout un c'est vraiment la fin de la première partie de One Piece et ça fait un peu exploser les thèmes de One Piece et donc c'est pas que Ace et Luffy et donc comme c'est beaucoup moins intime, hem, la mort est pas forcément aussi touchante, on va dire. Elle l'est, mais de façon complètement différente et donc différentes personnes vont vraiment réagir de façon, presque opposé même à ces morts. Et c'est vrai que la plupart des gens qui considèrent que la mort de Pedro est inutile sont souvent des gens qui considèrent que la mort d'Ace, c'est le truc ultime, euh, la seule bonne chose qui est arrivée dans One Piece. Parce que oui, il y a des gens comme ça. Non, mais faut pas chercher, hein, le fandom de One Piece, genre si tu veux des takes qui sont absolument nuls, tu vas, tu cherches pendant 30 secondes et tu les trouves dans le fandom, hein. Bah, la preuve, justement, la take sur Pedro, les gens qui n'aiment pas la mort de Pedro, je les comprends pas personnellement, mais il y en a plein partout, tout le temps. Alors qu'en fait, c'est juste une différence de elle est pas aussi et encore, parce que moi je considère qu'elle est quand même importante pour l'intrigue, de l'arc, mais aussi pour l'intrigue générale, puisque c'est lié au thème de justement, donc de faire passer la torche à la nouvelle génération et tout, que qui est un thème quand même qui a assez courant, hein, puisque, c'est justement le thème entre les pirates de Rogers et les Mugiwara, le thème entre Oden et Momo, entre, là, ce qu'on a à Elbaf, entre Harald et Loki et Ajrodin? Je sais plus comment on prononce, bref. Oui et justement, il y a ça en plus, c'est-à-dire mais c'est pour dire que justement, il y en a qui considèrent que ça ne sert à rien heu, dans le dans l'univers de One Piece en général, plus que juste sur l'arc, en lui-même, heu et ce qui est faux puisque justement ça continue des thèmes qui sont déjà préexistants et en plus, par rapport aux personnages en eux-mêmes, il y a énormément justement, il y a un gros impact puisque, sans Pedro, bah, ils auraient déjà été rattrapés. En plus, il a, donc pour lui-même justement parce qu'il attendait son heure de gloire et tout, mais il y a par rapport au fait que, Big Mom a, justement elle a un ascendant sur l'ancien équipage de Pedro, puisqu'il s'était fait capturer et tout, et que justement, ça le permet lui, et donc par la même occasion, toutes les personnes qui sont liées, de se libérer de Big Mom. Ça les rend, c'est un acte qui permet de les libérer complètement. Et donc, c'est hyper important sur plein de points thématiques. C'est hyper important dans la relation entre Carotte et Pedro. Et c'est justement pour ça qu'on a une super belle scène entre Sanji et Carotte, à
la fin parce que justement, c'est quelqu'un que alors forcément Carotte, elle, c'était son apprentie, donc elle avait vraiment un lien très, très fort avec lui. Mais même Sanji, c'est quelqu'un avec qui ils s'entendaient bien et tout. Et c'est pour ça que même que Pedro est venu avec eux. Heu et donc ils ont les 2 personnes qui avaient un lien particulier avec Pedro qui justement, se soutiennent par rapport à sa mort. C'était quand même justement pour les 2 personnages, c'était un truc qui était hyper important pour eux. Donc toute personne qui ose dire que la mort de Pedro ne vaut rien, et malheureusement ils sont beaucoup, ce sont des gens qui sont complètement à la ramasse. Mais il y a plein de thèmes de toute façon, c'est Oda, il y a toujours plein de thèmes. Il y a jamais rien qui se fait dans sa bulle. C'est et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Alors après, le truc, c'est qu'on peut apprécier comment c'est fait ou non, ça c'est encore une autre chose. Par exemple, moi, le thème de la chance avec Kinemon, ça me fait triper, parce que c'est censé être humoristique. Donc le fait qu'il ne soit pas mort et qu'il ait survécu d'une façon, on ne sait pas comment, alors qu'il devrait être mort, c'est une blague. Et moi, ça m'a fait rire, et puis j'étais contente qu'il ne soit pas mort. Mais, ah, il y a plein de gens, ça les a fait grincer des dents et tout. Bon, voilà, après, c'est aussi parce qu'on est juste sensible à différents trucs. Et je peux comprendre de pas aimer ça. Mais de là à dire que c'est mal écrit, euh, pas forcément, puisque Kinemon, il nous a été présenté comme étant extrêmement chanceux dès le début. Ah, mais Denjiro, Et le pire, c'est que Denjiro est quand même une des personnes qui est censée connaître le mieux Kinemon. Et il y croit vraiment, genre, il croit vraiment que c'était le plan de Kinemon dès le début et tout. Alors que, ben, non, tu sais que c'est quelqu'un qui est complètement con. Tu devrais le savoir depuis le temps. Et non, il fait confiance à Kinemon. Et c'est beau. Genre, il devrait pas, mais c'est beau. Quoique, dans certains côtés, avec la chance de Kinemon, il a raison de lui faire confiance. Franchement, il a raison. Parce que même si c'est pas volontaire de la part de Kinemon, ça fonctionne toujours. Donc non, au final, Denjiro a raison. Genre, il le fait parce il est naïf, mais il a raison. Donc voilà. Donc j'en étais où? Oui. Donc on est en train de faire du world building avec Nami, qui nous explique comment fonctionne la Red Line et la Grand Line. On n'a pas encore la différence entre le Paradise et le Nouveau Monde, mais c'est déjà bien assez complexe comme ça. Euh, et Luffy qui apprend comment atteindre son but, parce qu'il s'était jamais renseigné dessus. Et oui, et donc ce chapitre nous permet notamment, comme on a du world building, ça nous permet d'avoir un des premiers exemples, euh, même si c'est des oui-dire, de la dangerosité de Grand Line. On aura ensuite un vrai exemple avec l'équipage de Krieg. En plus, Gaimon, ça fait à peu près 20 ans, je crois qu'il est dans son coffre. Donc, ouais, donc il est dans son coffre depuis la naissance d'Ace, en fait. Voilà, petit thème de la chance. Encore une fois. Oui, c'est ça, c'est 20 longues années. Oh. Et pareil, mais justement, on parlait des fans de One Piece. Et il y a beaucoup de fans de One Piece en ce moment.
Alors quand je dis beaucoup, c'est pas beaucoup en vrai. C'est une minorité qui est très vocale, qui déteste Nami. Et donc, de la même qu'il y en a qui nous sortent que Zoro n'aime pas l'équipage et qu'il les protège juste parce que Luffy lui demande, il y a des gens qui pensent que Nami vendrait tout l'équipage pour un petit trésor. Je te dis, le fandom de One Piece, surtout depuis 2020 en fait, depuis qu'il y a eu le Covid et que le fandom s'est énormément étendu, euh, il y a vraiment, tu peux trouver vraiment toutes les takes. Vraiment toutes les takes. Et souvent, c'est pas forcément les plus intelligentes. Oui, elle l'aurait déjà fait avant. Et notamment, on a chapitre 22, genre, elles nous le disent directement. Et à cette époque-là, genre, elle pouvait littéralement sauver sa famille, son village avec cet argent. Alors pour le coup, c'était vraiment une question de vie ou de mort, puisque les gens de son village pouvaient mourir à n'importe quel moment à cause d'Arlong. Genre, elle était quand même dans un cas assez spécifique. Et même à ce moment-là, elle avait ses limites sur les trésors qu'elle était prête à récupérer ou non. Mais que veux-tu? Les gens ne veulent pas forcément lire, hein. On peut pas y faire grand-chose. Euh, Mais donc, voilà, Luffy a toujours eu de la chance et c'est cette chance-là qui va l'aider à trouver le One Piece. Ah, et oh, j'adore cette scène. Ah, oui, ça se voit avec l'arc de Chouchou, mais ce que je veux dire, c'est que là, genre, c'est dit directement. Genre, c'est écrit sur la page, c'est écrit noir sur blanc. Genre, c'est dit littéralement. Oui, mais je sais aussi parfaitement discerner le bien du mal. Genre, c'est dit, c'est littéral, c'est dans le texte. C'est même pas une suggestion par rapport à la scène, par rapport au machin. C'est vraiment dit directement. Tu ne peux pas te tromper. Enfin, si, clairement, il y a des gens qui peuvent se tromper, mais alors, c'est aussi pour préparer justement la trahison et tout, justement pour qu'on commence à se poser des questions. Mais à la fin de l'arc, normalement, tu sais que ah bah non, c'était vraiment bien comme ça. C'est juste que parfois, elle avait d'autres priorités. Et même en ayant ces priorités-là, elle ne l'a pas fait. Oui, mais bon, des fois, c'est montré. Enfin, genre, par exemple, Sanji, tout début de l'arc du Paratier, il tient full body avec, par la main. Alors qu'après, il utilise ses mains que pour, euh, que pour cuisiner. Et sinon, il se bat qu'avec ses jambes. Donc des fois, il y a des trucs qui sont montrés. Par exemple, il y a Zoro qui a une bulle de pensée. Genre, c'est un des seuls personnages à avoir une bulle de pensée de toute la série parce que Oda préfère justement montrer les actions plutôt que les pensées des personnages. Bon, bah il y a au moins une fois où il a montré la pensée. Ironiquement, c'est Zoro qui a pensé. Genre, de tous les personnages à avoir une bulle. Ah, mais on l'a vu super énervé, il n'a jamais utilisé ses mains. Parce que bah, Oda, il avait quand même il avait ses idées en général, mais tout n'était pas acté à 100%. Puis des fois, on fait des erreurs aussi, hein. Oda, il fait plein d'erreurs. Genre, il en admet une bonne partie. Mais genre, par exemple, quand il les corrige dans ses SBS, même s'il dit pas qu'il a fait une erreur, le fait que ça existe dans le SBS, c'est que l'erreur existe. Genre, j'adore Oda et c'est un excellent auteur sur beaucoup de points et tout, mais le mec n'est pas parfait non plus. Ah,
Mais donc, voilà, revenons sur la scène, parce que cette scène est super belle et je l'adore. Et c'est Luffy qui fait semblant d'être un gros connard pour pouvoir épargner Gaimon en lui faisant croire qu'il veut garder tous les trésors pour lui, alors qu'en fait les trésors sont vides, qu'il voulait juste épargner Gaimon. Et, euh, et donc voilà, et c'est super beau. C'est un peu comme avec le maire. Non, pas avec le maire. Enfin, avec les villageois, justement, dans le village d'Orange. Euh, oui, ça, c'est le village d'Orange, là où il y a Buggy. Euh, et, et donc, où Luffy fait semblant d'être un des grands méchants pour que les villageois puissent se sentir utiles et tout. Alors, Luffy a beaucoup d'empathie. C'est pas toujours bien l'utiliser, et c'est pour ça que Vivi va l'aider plus tard. Mais c'est c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez Luffy. Et là, pareil, on retombe sur le truc de la chance, puisque et la chance qui est liée au timing, c'est que bah, des fois, tu arrives juste au mauvais moment pour avoir un trésor ou pour avoir quelque chose, et bah, tu le rates. Parfois, c'est de pas beaucoup. Par exemple, Luffy et Ace qui auraient pu se voir au royaume de Drum, mais qui se sont ratés de pas longtemps. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est Oda qui établit ses thèmes. Et notamment, bah, le... Comment dire? Non, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, c'est une question de point de vue. On va faire Obi-Wan et tout est une question de point de vue. Euh, la situation en soi, elle est horrible parce qu'il a gâché 20 ans de sa vie, mais il n'a pas gâché 20 ans de sa vie parce que grâce à ce timing, il a pu quand même rencontrer Luffy. Ils ont quand même pu passer du bon temps ensemble. Et voilà, ils ont pu se rencontrer, ils ont pu s'apprécier, euh, et c'est une bonne chose. Oui, la résilience aussi. C'est vrai que c'est un thème qui est assez récurrent dans One Piece. Genre, assez récurrent dans le sens où tu l'as dans absolument tous les arcs. Parce que pour pouvoir survivre au monde de One Piece, faut être hyper résilient. Ou avoir beaucoup de chance. Ou les deux. Et voilà, c'est quelque chose qui a raté et tout. Mais bah, maintenant, au moins, c'est un poids qui lui est enlevé. Il est bien. Il peut commencer à vivre sa vie. Ou plutôt continuer à vivre sans être, sans être, sans subir ce poids et tout, puisque techniquement, voilà, il avait déjà commencé à reconstruire sa vie justement en protégeant les animaux et tout. C'était déjà un garde forestier, il s'appelait déjà le gardien. C'est juste que, voilà, il avait cette obsession et ça lui gâchait la vie en fait. Et maintenant, il peut juste profiter, être tranquille. Et c'est comme ça qu'il va se trouver une copine. Et d'ailleurs, les seules fois où Luffy accepte quand quelqu'un refuse ses invitations, c'est quand la personne, elle se sent bien là où elle est. Elle est clairement, genre, Gaimon, il est clairement épanoui dans son boulot de garde forestier, ce qui n'est pas le cas de Sanji plus tard. Et puis, il adore se foutre de la gueule de Gaimon. Je sais pas s'il aime juste se foutre de la gueule des gens ou seulement de Gaimon. Parce qu'il aime clairement tellement se foutre de la gueule de Gaimon. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc voilà, fin de l'arc. Enfin, fin de l'épisode.
Bah, je pense que je vais m'arrêter ici, hein, parce que ça fait déjà 1 heure et demie, et que j'ai fait qu'un chapitre. Donc je commencerai vraiment l'arc, avec Usopp, demain. Comme ça, pareil, je pense que je le ferai en 2 ou 3 séances, heu, parce que c'est voilà, ça il y a quand même pas mal de trucs à dire, heu, puis il y a plein de trucs auxquels j'ai pensé que je dirais pas forcément en live, mais bon, si ouais, si je parle un minimum de ce que je veux, en général, je pense que ça prendra quand même plus de 3-4 heures. Donc je pense que je le ferai en 2 ou 3 streams. Mais donc voilà, bah, j'étais contente de discuter avec vous 2. C'était et puis surtout, je suis contente de voir enfin quelqu'un d'autre qui trouve que la mort de Pedro est belle. Genre, on est des cas rares sur internet. On est des cas rares. Enfin, probablement pas si rares que ça, mais je pense que c'est encore une question de minorité, qui parle plus fort que la majorité, mais c'est vrai qu'en général, quand les gens parlent de la mort de Pedro, c'est rarement en bons termes et donc bah, je suis contente. Je suis contente d'avoir pu, participer à mettre plus d'amour pour Pedro dans le monde. Voilà, et c'est pas juste parce que j'aime les chats. Mais donc voilà, donc on se retrouve demain normalement, je crois. Il me semble que oui, c'est ça, c'est mardi, mercredi et vendredi, pour, bah, cette fois-ci, pour parler d'Usopp, heu, qui sans être un de mes personnages préférés, non, sans être mon personnage préféré, est un de mes personnages préférés. Donc on va parler notamment du fait que, même si son rôle c'est d'être un brave guerrier des mers, enfin son rêve c'est de devenir un brave guerrier des mers, en vérité ce qu'il doit faire c'est juste apprendre à avoir confiance en lui, parce que c'est déjà un brave guerrier des mers et on va pouvoir avoir la seule bulle de pensée de One Piece, qui est une bulle de pensée qui est destinée à Zoro, et juste cette ironie-là est juste magnifique et je pense qu'on mérite. Je pense qu'on mérite d'avoir Zoro qui pense au moins une fois sur 2000 sur, plus de 1 100 chapitres. On a droit à ça. Voilà, c'est tellement rare. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais aller prendre du miel parce que je commence à avoir un peu mal à la gorge et à plus. Voilà.